De la colère et un sentiment d'abandon, les policiers bretons ont, comme leurs collègues d'autres villes, organisé hier soir une manifestation surprise à Rennes. Reportage Romuald Bonan et Serge Lenot. Certains en uniforme, d'autres en civil. À la tombée de la nuit, ils étaient environ une centaine de policiers, rassemblés pour dire leur colère et leur ras-le-bol devant l'hôtel de police de Rennes. Je pense que dans différents commissariats dans toute la France, ça doit être le cas. Je pense qu'on manque de soutien, c'est surtout ça. Ce qu'on veut, c'est du soutien. Du soutien de la part de notre hiérarchie pour tout ce qui est fait. Puis contre nous, on ne se sent pas soutenu. Viser en priorité le gouvernement, mais aussi les syndicats de policiers trop éloignés, selon eux, du terrain. Aujourd'hui, les syndicats dans la police, pour moi, ils ne représentent plus rien. Pour les intérêts individuels, peut-être, mais pour les intérêts collectifs, c'est nul. Il n'y a rien du tout. Donc c'est un ras-le-bol qui monte de plus en plus dans nos rangs. Un quotidien de policier, une pénibilité, à toujours rattraper les mêmes personnes, revoir les mêmes personnes dehors, sans arrêt. Avec bien sûr, comment dire, la violence qui monte au fur et à mesure, parce que ces personnes-là sont impunies et agissent en toute impunité. Donc après, c'est nous qui payons le pot cassé. Avant de quitter les lieux, une Marseillaise est entonnée. Eux espèrent que leur ministre passera vite à l'action, notamment pour leur sécurité. Mais au moins qu'ils nous écoutent et qu'ils prennent les décisions. Nous sommes des êtres humains avant d'être fonctionnaires de police. Sur ordre de Bernard Cazeneuve, des concertations avec les préfets seront menées dans tous les départements français dès la semaine prochaine pour évaluer les difficultés et le malaise des policiers. Vous l'avez entendu dans la bouche de ces policiers, les syndicats en prennent aussi pour leur grade. Ce matin, le secrétaire régional d'unité SGP Police Force ouvrière a réagi. Écoutez. On a certainement une part de responsabilité, on ne veut pas se cacher derrière notre petit doigt. Mais encore une fois, ça fait des années qu'on dénonce ici dans le département, dans la région, le manque d'effectifs. Des années qu'on dit à monsieur le préfet ou sa directrice de cabinet, à monsieur le directeur, à tous les représentants de la police nationale. Voilà, ça fait des années qu'on dit qu'il n'y a plus d'effectifs, qu'il n'y a plus de moyens. Mais on ne nous a pas pris au sérieux. On a l'impression que tout le monde se réveille d'une léthargie de plusieurs années. 14 ou 15 en brigade pour 400 000 habitants. Voilà l'état de la police nationale. Déjà à bout depuis des mois, les fonctionnaires de police ont décidé de sortir de leur devoir de réserve après l'attaque subie par 4 de leurs collègues dans l'Essonne le 8 octobre dernier. Dans la voiture prise pour cible à coups de parpaing et de cocktails Molotov, une policière originaire de Saint-Malo. Elle est sortie de l'hôpital hier. Son mari a accepté de nous donner de ses nouvelles et de revenir sur cette terrible agression. Un témoignage fort recueilli par Gilles Lemorvan et Serge Lenot. Elle a pris les premiers cailloux, le deuxième caillou, le deuxième parpaing, quoi. Et c'est là ça l'a sonné, elle me dit. Et puis ils ne savent pas comment ils sont sortis. La force, l'envie de vivre, la force, elle a dit à son collègue Vincent, bah, du coup il faut qu'on sorte. Et ils sont sortis, mais ils essayaient de les assommer pour qu'ils brûlent vivants, dans la voiture. C'était leur intention, ça. De toute façon, c'est barbare en plus. Elle est marquée physiquement ? Physiquement, malheureusement, elle est un petit peu marquée. Rien d'irréversible apparemment, malgré qu'il risque d'y avoir, mais c'est pas encore sûr, quelques greffes. Mais rien de trop méchant, on va dire, par rapport à ce qu'il y a eu. C'est surtout ça qu'il faut dire, surtout ça. Mais sinon, le visage est bien assez brûlé quand même. Les 2 oreilles, dont une un peu plus touchée, et les 2 mains. Donc les 2 mains qui sont bandées tous les jours avec un produit spécifique dessus. Mais voilà, donc le quotidien n'est pas facile non plus, surtout aussi. Et ça va prendre du temps. Vous avez reçu beaucoup de soutien, je crois. Vraiment un soutien énorme de la police. Et on voit que du coup, ils continuent encore, parce qu'on voit par rapport aux manifestations qu'ils font, j'espère qu'ils n'auront pas de problème, qu'ils n'auront pas de soucis, parce qu'ils savent malheureusement qu'ils n'ont pas le droit. Et donc, mais ça lui remonte énormément le moral. Elle a envoyé un message justement, elle leur a dit, et ça lui a remonté le moral, surtout quand ils sont passés la voir à l'hôpital. Alors là, ça lui a mis un coup de boost énorme, quoi. Elle se remet ? Elle retournera faire son métier ? Je pense qu'il y en a pour un moment, mais il n'y a pas de raison qu'elle ne reprenne pas son métier. Elle l'adore. Mais non, je ne peux pas avancer pour elle. On ne sait pas ce qui se passe dans 6 mois, 1 an. De toute façon, si elle rattaque son métier, elle voudra le rattaquer ici à Saint-Malo. Elle ne repartira pas à Paris, ça c'est sûr. Et notez qu'une marche citoyenne en soutien à la police et ouverte à tous sera organisée mercredi midi au départ du commissariat central de Rennes ainsi que dans d'autres villes de la région.
Un butin impressionnant saisi par les gendarmes sur le terrain des gens du voyage de Vezin-le-Coquet près de Rennes. Armes, outils, vêtements de marque. Mardi matin, une vaste opération mobilisant une centaine de gendarmes avait abouti à l'interpellation de 4 individus soupçonnés de 169 cambriolages durant ces 6 derniers mois. Le marché chinois, un potentiel de développement énorme pour les entreprises bretonnes capables d'exporter. Encore faut-il bien s'y préparer. Certains de nos produits et de nos savoir-faire intéressent l'empire du milieu. 2 entreprises morbihanaises l'ont bien compris. Olmix à Bréant et Thermobaby à Auray. Illustration avec Éric Pinault et Thierry Bouilly. 29 salariés, dont une partie dans ce petit atelier basé à Auray. Mais ne vous y trompez pas, Thermobaby, fabricant d'articles de puériculture, exporte chaque année pour 2 millions d'euros de marchandises. C'est la nouvelle commande pour la Chine? Oui, parfait. La Chine, 100 000 euros de vente pour le lancement l'an passé, encore marginal dans le chiffre d'affaires. Mais la fin de la politique de l'enfant unique ouvre des perspectives. Et quand on dit bébé en Chine, le bleu, blanc, rouge à la cote. Différents scandales qui ont eu lieu en Chine vis-à-vis des produits de puériculture font que le Made in France est un atout majeur pour les distributeurs du pays. Mais ça ne fait pas tout. Il faut démêler les réglementations pour certifier un produit français en Chine. Thermobaby a confié cette mission à un exportateur spécialisé. Il faut aussi savoir sortir le chéquier. Souvent, il y a des droits d'entrée en fait, pour rentrer dans un nouveau réseau de distribution. Notre importateur est obligé de payer des droits d'entrée auprès des acheteurs en fait. Et ça peut être très élevé? Oui, très élevé, oui. L'apprentissage se fait pas à pas. Côté communication, par exemple, Thermobaby se croyait armé avec son site internet. Malheureusement, il est inaccessible depuis la Chine. Donc en fait, notre distributeur a pris l'option de créer son propre site thermobaby.cn pour que les consommateurs puissent, et les distributeurs locaux puissent aller trouver des informations sur notre marque. Changement de catégorie, toujours dans le Morbihan, nous sommes chez Olmix. 66 millions d'euros de chiffre d'affaires dans 100 pays. Le groupe dispose de son propre service commercial à Pékin. Je suis le seul content l'été quand il y a des algues vertes. On dit enfin les algues. Et pour cause, ici les algues constituent la matière première. Lavées, broyées, pressées, les éléments extraits vont remplacer les produits de traitement du blé ou des légumes par exemple, ou encore les antibiotiques pour les animaux d'élevage. Donc ça intéresse les Chinois, parce que 1, c'est naturel, 2, ça apporte des performances, et 3, côté asiatique qu'il ne faut pas oublier, pour nous c'est à base d'algues. Donc les algues pour l'Asie, ça parle. Pourtant, ce sont bien des Bretons qui leur permettent de les intégrer au régime de leurs animaux. Pas de secret pour faire adopter ces produits à des Chinois. Il faut savoir ouvrir grand ses portes à un client pourtant connu pour son art de la contrefaçon. Ils veulent voir les essais. Ils veulent voir les résultats des essais, ils veulent voir les animaux, ils veulent avoir aussi des retours d'expérience. Donc on leur présente également des éleveurs, des clients, des professionnels, des filières. Il ne faut pas avoir peur de leur montrer. Si vous partez avec des appréhensions en disant non, on ne leur montre rien parce qu'ils vont nous copier, c'est pas possible. La solution alors, innover pour proposer le produit le plus performant du marché. En Chine comme ailleurs, l'efficacité peut l'emporter sur le prix. Et pour aller plus loin à ce sujet, Éric Pinault nous rejoint sur ce plateau. Éric, est-ce qu'actuellement la Bretagne se vend bien en Chine? Eh bien, disons que c'est relatif, Claire. Le marché chinois représente 3,8% des exportations bretonnes, alors que pour l'Allemagne, c'est 11,8%. Par contre, la Chine est passée de la 10e à la 8e place en un an, donc ça progresse. Alors, pour faire des affaires, il faut recevoir les clients chinois. L'association Bretagne Commerce International organise des visites. Vous le voyez, on retrouve Madame Le Guen de Thermobaby, par exemple. Ils veulent parler directement avec les chefs d'entreprise. Ils veulent comprendre comment les produits sont fabriqués. Donc, il faut savoir préserver ses secrets, mais sans paranoïa excessive. Chez Olmix, par exemple, on m'a dit subir déjà la contrefaçon, mais de la part de concurrents bien français. Alors, si vous voulez en savoir plus sur les échanges commerciaux entre la Bretagne et la Chine, rendez-vous dimanche à 11h sur notre antenne, puisque ce sera le thème de la prochaine émission HD lors du débat. Rendez-vous est pris. Merci beaucoup, Éric. On passe à l'actualité sportive avec du handball pour commencer. L'équipe féminine de Brest disputera demain et samedi le 2e tour de la Coupe d'Europe à Landerneau. Les Brestoises ont rejoint l'élite cette saison et découvrent déjà le niveau international. Bruno Gilbert et Catherine Aubel. Difficile de savoir sur quel pied danser.
jouer l'Europe à fond ou se concentrer sur le championnat de France. Pour ce deuxième tour de Coupe d'Europe, la question est éludée. Elle joue tout à fond. Le début de championnat est plutôt réussi. 3 victoires pour une seule défaite. Pas mal pour une équipe qui jouait encore en 2e division la saison dernière. L'objectif est de garder ce cap. Alors la Coupe d'Europe ne vient-elle pas en trop ? C'est peut-être des forces qu'on perdra et on va voir jusqu'où ça nous mènera. Mais ça, on le dira qu'en fin de saison et on verra à la fin. Mais c'est sûr que de toute manière, on a envie de briller dans toutes les compétitions qu'on joue. De toute manière, on ne peut pas arriver et se dire on va calculer et puis si on perd, c'est pas grave. Non, on a envie de les gagner, de les jouer, d'aller le plus loin possible. Avec 6 internationales, dont 4 françaises, Brest possède des éléments d'expérience. Mais l'équipe, le club, n'a pas de vécu au niveau européen. En comparaison, l'adversaire, les Russes de Volgograd, joue régulièrement la Ligue des Champions. Il est difficile de placer Brest sur l'échiquier. On est un club jeune, c'est que là, on entame notre 5e saison. On a même des difficultés pour recevoir un 2e tour de Coupe d'Europe dans notre salle. Donc écoutez, on va prendre les matchs les uns après les autres et on verra bien ce qu'on deviendra. On a des rêves, c'est participer au moins au tour de poule. Les matchs de poule auraient lieu en janvier et février en cas de qualification. Le calendrier serait alors très chargé et Brest risquerait de payer son effectif limité en nombre. Le club grandit vite, mais il est peut-être un peu tôt pour nourrir de grandes ambitions à l'échelle européenne. Ce double match contre Volgograd donnera en tout cas une indication. Le public, lui, semble hésiter. À la surprise des dirigeants, tous les billets n'ont pas encore trouvé preneur. Handball toujours, mais cette fois côté masculin. Seconde victoire consécutive pour Cesson Rennes Métropole en bleu sur ces images. Les Bretons qui jouaient à domicile ont largement dominé Créteil. Score final 33-23. Résultat, les irréductibles Cessonnais sortent du même coup de la zone rouge et accèdent à la 9e place du classement. En voile, nous poursuivons notre série de reportages en amont du Vendée Globe. Le Benjamin de la course, c'est Alan Roura, 23 ans, installé à Lorient. Il va vivre son premier tour du monde en solitaire sans escale. Portrait signé Christelle Proutière et Yannick Charles. Être au départ du Vendée Globe, c'est l'aventure du grand large qui se poursuit pour Alan Roura. Depuis 2013, le jeune Suisse enchaîne les courses mythiques. À tout juste 20 ans, il décide de partir en solitaire pour la Mini Transat. En 2014, il inscrit son classe 40 à la Route du Rhum. L'année dernière, en duo, il s'attaque à une nouvelle traversée de l'Atlantique, la Transat Jacques Vabre. Insatiable, le Lorientais d'adoption s'est laissé tenter à 23 ans par l'Everest des mers. Un rêve de gosse averti. C'est un rêve, une aventure que je me suis dit qu'il fallait vivre une fois dans sa vie. L'objectif, il est de terminer, ça c'est le premier. Et puis après, on est 4 ou 5 bateaux d'ancienne génération qui allons se tirer un petit peu la bourre pendant le tour du monde. Donc le but, c'est d'être avec eux et puis de jouer avec les bateaux de la même génération que celui-là, quoi. Et ne lui dites pas que certains concurrents ont près de 3 fois son âge. Il assume pleinement sa fougue et son statut de Benjamin. Dans moins d'une heure, coup d'envoi à l'île de la Réunion de la Diagonale des Fous, un ultra-trail réputé pour être l'une des courses à pied les plus difficiles au monde. Les Bretons sont les plus nombreux à y participer. Parmi eux, Jérôme Lucas, un éleveur des Côtes-d'Armor. Gilles Raoul et Jean-Michel Piron l'ont rencontré à l'entraînement. Encore quelques foulées d'entraînement pour Jérôme et ce sera bientôt la fin de la saison. Mais avant cela, il lui reste une ultime course à faire, et pas des moindres. C'est l'une des courses les plus mythiques. Je pense que le mythique parce qu'on arrive quand même sur l'île, quoi. L'océan Indien, c'est paradisiaque. Et oui, c'est probablement l'une des plus difficiles au monde dans son genre, la Diagonale des Fous. Un ultra-trail de 164 km avec 10 km de dénivelé positif. Une traversée de l'île par toutes sortes de chemins et de forêts. Et ce n'est pas sans risque. Non, il n'y a pas de C'est les entorses comme le plus gros risque sur les cailloux et les racines, donc ça se travaille comme toute l'année. Je m'entraîne à marée basse sur les cailloux, c'est pas histoire d'aller vite, mais c'est d'apprendre le terrain, à travailler sa cheville en proprioception, des choses comme ça. Donc. Pour Jérôme Lucas, ce sera sa 3e participation, 3 comme le nombre de paires de baskets qu'il use pour arriver au bout de ce voyage de l'extrême. Ses places, 13e et 9e, son meilleur chrono 27 heures et 27 minutes quand le gros du peloton effectue le parcours en 45 heures, une véritable performance pour cet éleveur de porc costarmoricain. On est 2500 au départ, et puis il y a une quarantaine, 40-45 000 spectateurs sur 5 km sur la route. On se croirait vraiment au Tour de France et ça prend... Je sais qu'il y a 2 ans, j'ai eu un peu, pas les larmes aux yeux, mais ça m'a pris des tripes. Ouais.
Sa spécialité, la descente. Là où c'est compliqué et dangereux, il est généralement plus rapide que les autres. Pour parfaire sa condition physique, il enchaîne facilement 8 à 9 heures de vélo. C'est moins agressif pour le corps que la course à pied. Le lendemain, après 5-6 heures, on a quand même des courbatures, alors qu'en vélo, ça permet de faire du volume, c'est ce que je dis. On a moins de douleurs articulaires, essentiellement, après le vélo. C'est un peu l'objectif, quoi. Ils seront une centaine de Bretons à participer cette année à cette fameuse Diagonale des Fous. La Bretagne, la région la plus représentée sur cette course. Et cette année, Jérôme, à 42 ans, vise toujours le top 10. On le lui souhaite. Ne manquez pas vos prochains rendez-vous régionaux. Le 19-20 continue à suivre l'édition locale iroise ou bien Itinéraire Bretagne. Très belle soirée à vous. Votre actualité régionale à suivre également sur l'application France 3 Régions.